Donc il ne faut pas opposer, disais-je, les Lumières au romantisme. Oui, vous avez remarqué qu'il a changé de t-shirt, qu'il a un peu changé de look. C'est qu'il y a eu un crash, donc il y a eu un effacement de la suite des vidéos. Donc voilà, je reste fort et je refais tout. Donc oui, alors j'évoquais le théâtre rapidement. Le château en Dordogne, c'est le château de Fayolle. Voilà. Donc si vous passez par là-bas, Ribérac, Périgueux, ou peut-être vous allez à Sarlat et vous voulez monter plus un peu dans le Périgord vert. Voilà, profondément campagnard, propre justement, hein, comme Rousseau, aux balades, au milieu de la nature, allez voir le château de Fayolle, tiens, voilà, vous verrez ce très beau théâtre intérieur, du coup, de l'aristocratie. Donc oui, j'évoquais le théâtre. J'ai parlé assez longuement, on n'en parlerait jamais assez, hein, vous me direz, j'ai parlé du mariage de Figaro. Mariage de Figaro, donc c'est la suite du Barbier de Séville. Il y a un 3, mais le 3 il est un peu pourri. Le mariage de Figaro, 1784, pour vous donner un ordre d'idée, Beaumarchais avait tellement de succès. Le roi a vu la pièce. Hein. Il a dit lui-même qu'il l'avait trouvé infâme. Ils n'ont pas pu l'interdire. 1784, à Paris, vous interdisiez Beaumarchais, vous aviez la Révolution 5 ans avant. Si vous voulez, par l'ironie, par le sarcasme, par la comédie, par le théâtre, par tous les moyens, si vous voulez, qui étaient ceux mis à la disposition pour diffuser une idéologie à la fin du XVIIIe siècle, les Lumières ont profondément sapé l'autorité royale. À tel point que, et je pense que le mariage en est c'est le point culminant de l'exemple en fait, à tel point qu'à un moment donné, vous ne pouvez même plus interdire les textes. Voilà. Les autorités n'ont pas pu interdire le mariage de Figaro. C'est dire le bouillonnement que vous aviez à l'époque au sein de la population. Donc, maintenant, comme on l'a dit, hein, le romantisme, c'est une excroissance, je crois que j'avais fait dans l'autre sens, dans le sens que vous voulez, de l'esprit des Lumières. Attendez, j'aime pas trop le cadre, parce que là, en plus, c'est un peu décadré, on voit mon four, alors qu'on devrait voir un bout de mon robinet. Je modifie ça tout de suite. Voilà. Là, je me sens mieux, je retrouve mon cadre habituel. Alors, je vais peut-être bouger encore un peu, histoire que tout soit parfaitement cadré, n'est-ce pas? Donc, venons-en maintenant au premier romantisme. Alors, c'est important d'expliquer tout ça, parce que c'est dans ce mouvement politique hein, que va naître le romantisme. Et donc, comme on l'avait défini ensemble, le fait, si vous voulez, de se concentrer sur les émotions du sujet. Mais pour pouvoir se concentrer sur les émotions du sujet, il faut que le sujet soit devenu individu. Et les philosophes des Lumières, hein, c'est ainsi qu'ils aiment s'appeler, justement pour rappeler qu'ils ne font pas de la littérature. Hein. Ils maquillent la philosophie sous la forme de la fiction. Mais dans l'esprit de Voltaire, il ne fait pas à proprement parler de la littérature. Parce que, comme je vous ai dit, pour lui, la littérature, c'est plutôt ce qu'il y avait au siècle précédent. Donc, c'est à voir comme une excroissance normale pour moi. Parallèle au mouvement de l'individu qui se libère et qui libère sa conscience. D'ailleurs, et ça je vais faire une petite note là-dessus, ce mouvement il avait déjà commencé au sein de la religion elle-même. Puisque dès le XVIIe siècle, vous avez des mouvements contestataires religieux qui naissent. Je vais juste en prendre un comme exemple. Beaucoup sont très connus, ce sont les mouvements puritains qu'on retrouve aux États-Unis. Mais j'en prendrai un. Enfin, voilà, il y a le puritanisme à proprement parler, ça c'est un truc, voilà, mais un sur lequel j'ai un petit peu travaillé et que du coup je connais bien, c'est le mouvement baptiste.
Les baptistes, ils sont nés en Angleterre, et que disent déjà les baptistes? Pour le coup, c'est des hommes de religion, ce sont des chrétiens. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent déjà? Ils disent, ça n'est pas à l'État de vous baptiser. Votre véritable baptême, c'est le baptême que vous faites à l'âge adulte, et c'est un baptême choisi. C'est-à-dire que déjà, dans la conception mystique, euh, 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 vous avez l'idée de conscience qui se libère. L'idée que un véritable chrétien, c'est un chrétien qui choisit le christianisme, et qui donc va se refaire baptiser quand il a atteint, l'âge adulte. Et vous voyez que les baptistes, déjà, avaient été persécutés en Angleterre, ils avaient fui dans les provinces-unies hollandaises. C'est là que le mouvement s'est mêlé avec l'anabaptisme, hein, et puis c'est devenu le baptisme par la suite. Alors après, là, je ne connais pas bien, moi ce qui m'intéressait dans mon travail, c'était plutôt la diffusion de la religion baptiste aux États-Unis au XIXe siècle, notamment dans les populations noires. Donc vous voyez, c'est un peu déconnecté. Voilà. Donc pour des raisons que j'ignore, on va quand même demander à ces gens de quitter la Hollande. Et donc, ils vont partir aux États-Unis. Et les États-Unis, notamment dans leur révolution contre le roi George, il y a cet aspect-là dont on parle assez peu. C'est l'importance de l'individualisme au sein du corps religieux. Le jeu conçu comme un individu au sein du groupe, mais qui ne subit pas une religion d'État. Et c'est aussi une des raisons dont on parle, à mon sens, trop peu, de la Révolution américaine. C'est la liberté religieuse et l'autonomie des pasteurs. Voilà, notamment dans le baptisme, au fond, il n'y a pas véritablement de synode baptiste. Il y a quelques grandes lignes de pensée qui ont été mises en place par un Anglais au XVIIe siècle, donc le père du baptisme, un certain Smith, et donc on suit un peu les grandes lignes rhétoriques qu'il a posées, mais au fond, chaque pasteur peut diriger ses ouailles vers Dieu comme il l'entend. Donc vous avez déjà ça au sein de la foi, au sein de la religion. Il y a un véritable essor donc, entre le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le développement de l'esprit des Lumières qui est quand même de contestation de l'absolutisme royal, parce que par principe, l'absolutisme royal, c'est que c'est quand même Dieu qui a mis Bibi sur le trône. Donc, si vous voulez, il y a le pouvoir temporel et le pouvoir intemporel sont liés dans l'absolutisme. Et vous aviez un peu la même chose chez les anglicans, mais même pire, enfin je ne sais pas si on peut dire que c'est pire, mais sous Henri VIII, quoi. Enfin, puisque c'est lui qui est à la base de l'anglicanisme, hein, qui n'est pas complètement décorrélé du catholicisme. Ça, c'est pareil, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais en gros, c'est à partir d'Henri VIII que le roi d'Angleterre devient aussi le chef de l'Église. Donc là, pour le coup, le pouvoir royal est au centre du pouvoir temporel et du pouvoir intemporel, si vous voulez. Et cette doctrine-là, elle a été beaucoup contestée en Angleterre et préexistait notamment justement en Suisse, puisqu'il y a déjà cette idée chez Calvin. Et beaucoup de ces hommes de religion, qu'on pourrait les appeler, de ces docteurs du christianisme individualistes, donc, s'appuient sur les thèses de Jean Calvin. Donc, tout ça pour vous dire que on est quand même dans un espace où il y a une véritable contestation, en fait. Hein. Je ne vais pas prendre toutes les formes de la contestation, mais je voulais quand même souligner l'importance déjà au XVIIe siècle de la contestation religieuse du pouvoir de la monarchie de droit divin, si vous voulez, voilà, le pouvoir arbitraire, pardon. Je voulais dire par là, évidemment, la monarchie de droit divin. Donc, le modèle français,
catholique, et le modèle britannique anglican, et les autres modèles, eh ben, progressivement dans l'histoire des idées, vont eux aussi trembler. Alors du coup, le romantisme, lui, il arrive là-dedans, notre premier romantisme. Alors, qu'est-ce que c'est le romantisme? Alors là encore, si on devait le situer dans un temps, dans une époque, comme je vous ai dit, on pourrait trouver des prédécesseurs à peu près toute chose, mais bon, allons-y. Alors, ça vient d'un mouvement allemand que je vais très mal prononcer en allemand, Sturm und Drang, voilà, le Sturm und Drang, qui veut dire tempête et passion. Ça serait tiré d'une pièce de théâtre d'un certain Klinger, pas bien qui c'est, mais disons, c'est à partir de ce mouvement-là, dans les deux Klinger, je chercherai peut-être si j'ai rien à dire cet été, je dirais ça. Les deux grandes figures de proue de ce romantisme allemand, enfin de ce Sturm und Drang, quoi. C'est Goethe et Schiller, voilà. Dont je souligne à votre attention d'ailleurs qu'en Allemagne on considère que c'est la littérature classique. Hein. Pourquoi classicisme et romantisme, c'est quelque chose d'un peu complexe. Je ferai quelque chose dessus si vous me le demandez. Voilà, parce que là c'est pareil, je suis encore parti, si j'explique le classicisme, je suis parti pour en Europe, je suis parti pour 2 heures de vidéo. Donc c'est seulement à la demande que je prépare éventuellement ça. Donc, Goethe et Schiller. Goethe et Schiller, c'est du Fritz, comme on dit chez moi. Donc c'est en allemand. Et ça se diffuse en Suisse, qui, comme on m'a dit, en tout cas pour la Suisse calviniste, pour la Suisse, disons, la Suisse aussi, quand même, est un espace de tolérance religieuse. Il y a des conflits quand même en Suisse sur la question religieuse. Mais ça, je connais assez mal. Je sais qu'il y a eu, mais je ne vais pas rentrer dedans. Qui mieux que des Suisses pour traduire ces textes de l'allemand vers le français? Est-ce fondamentalement un hasard si tout ça, à un moment donné, est tombé dans les mains d'un certain Jean-Jacques Rousseau, le libre citoyen de Genève? Voilà. Donc là, vous avez pour moi 2 très grands modèles. Je vais insister sur eux pour vous expliquer ce premier romantisme. Il y en aurait d'autres, mais je ne peux pas tout traiter. Là, pour moi, vous avez deux éminents penseurs des Lumières. D'un côté, du côté germanique, enfin allemand, vous avez Goethe. Du côté francophone, disons. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il s'est fait naturaliser français quand même. C'est peut-être pour ça que vous ne le lisez pas assez, je ne sais pas bien. Mais parce que c'est magnifique, Jean-Jacques Rousseau. C'est quand même fou qu'à Genève, on ne lise pas Rousseau. Enfin, je dirais, pas par hasard si le monsieur a un collège en son nom quand même. Donc, là, pour moi, vous avez 2 immenses modèles, 2 immenses philosophes scientifiques des Lumières et en même temps 2 grands-pères du romantisme. Alors on va essayer de comprendre maintenant ce que c'est que ce romantisme-là, cette pensée qui arrive comme ça d'un coup, cette tempête et cette passion, ce droit soudain, si vous voulez, à exprimer nos passions, nos émotions, sans limite et en utilisant toutes les variations possibles des formes de l'art. Pour Rousseau, c'est avant tout l'idée du génie créatif, irrationnel, est devenu absolument indiscipliné, voilà, qui n'est plus contraint d'obéir au cadre de la raison qu'on cherchait à imposer les Lumières. Voilà. En art, par quoi est-ce que ça se traduit? J'ai tout ça noté ici. Liberté absolue dans la création, droit de l'imagination individuelle à s'exprimer avec son propre langage. C'est donc du coup une volonté de l'artiste d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'explorer la profondeur de ses états d'âme. On a donc affaire à une sorte de réaction héritée des Lumières elles-mêmes, du sentiment contre la raison. Alors,
on aurait tendance à dire, c'est l'opposé de Voltaire, c'est l'opposé de Diderot, c'est l'opposé de Kant. On se tromperait. On se tromperait. Parce que si je prends ces deux grands modèles, que sont justement Goethe et Rousseau, Goethe, c'est l'auteur des souffrances du jeune Werther. Alors, les souffrances du jeune Werther, c'est l'histoire d'une passion. Ah oui, parce que quand on dit la passion, c'est souvent la passion-amour. Alors, comme vous savez, on aime bien lire les histoires d'amour. Quand elles finissent mal, et ce pauvre Werther, eh bien, ça finit mal pour lui. Il tombe amoureux d'une nana, mais cette nana, elle est promise, et puis bon, par respect pour la doctrine chrétienne, malgré les épanchements de Werther pour elle, elle fait le choix d'un autre. Voilà. Pour Werther, ça passe plutôt mal et il se donne la mort. Et vous avez, à la lecture de ce texte, partout en Europe, une explosion de suicides, tellement les gens sont portés par la dimension passionnée de cette œuvre. C'est ce que Musset appellera plus tard le mal du siècle. Et donc c'est cette veine nouvelle, sombre, torturée, nordique, brumeuse, voilà, qui va former le romantisme. Alors, je prends l'exemple de Goethe, c'est pas pour rien. Goethe, c'est aussi un immense écrivain des Lumières. C'est aussi l'auteur des affinités électives. Et les affinités électives, c'est, si vous voulez, la mise en fiction de deux réflexions scientifiques majeures qui sont les siennes, celle de l'atome hérité, je ne sais plus comment s'appelle le grec qui a pensé l'atome en premier, mais qui disait qu'il y avait des atomes crochus et que les formes se généraient justement par les atomes crochus. Alors dans les affinités électives, c'est ça, hein, c'est une sorte de huis clos avec 4 personnages et une sorte de huis clos amoureux. Ça finit dramatiquement aussi, hein. Il y a quelqu'un est tué à la fin, si ma mémoire est bonne, parce que justement il y a par affinité élective un ordre amoureux initial qui se défait du fait de l'arrivée de nouveaux personnages. Alors on peut y voir un roman libertin, on peut également y voir donc toute cette réflexion sur l'alliage des êtres et des atomes, et on y retrouvera tous ces travaux également sur l'optique, lesquels sont évidemment aujourd'hui contestés, mais étaient du ressort de la science, en son temps. Oh là là, il parle mal aujourd'hui. Prenons l'exemple maintenant de Rousseau. Rousseau, c'est la nouvelle Héloïse. Du lacrymogène, vous en voulez, du suicide à la fin, là, vous en avez. C'est les rêveries du promeneur solitaire, c'est absolument magnifique, ça, c'est un texte sublime, malheureusement entaché par la nature paranoïaque de Rousseau, mais c'est quand même très très beau, et surtout, alors, point fondamental, je veux dire, qui vraiment va venir faire le lien entre la pensée des Lumières et le romantisme naissant, c'est les confessions. Et les confessions de Jean-Jacques Rousseau, c'est ce texte, il jure devant Dieu, qui va raconter sa vie et qui va dire toute la vérité. Et que, en fait, il se donne à nous. Voilà. Il n'est plus Rousseau, le philosophe, il devient Jean-Jacques, l'homme. Et c'est considéré comme étant, comme je vous dis, on trouverait sans doute, si on cherchait bien un contre-modèle, c'est la première autobiographie. C'est la première fois que je parle de moi. Avant, les gens écrivaient éventuellement leur mémoire, c'est-à-dire qu'ils resituaient une vie et une pensée dans un temps et dans une époque. Voilà. Et convenaient de la nature hagiographique du texte. La géographie, c'est quand vous racontez que ce qu'il y a de bien, voilà, et que vous effacez un peu les trucs dont vous n'êtes pas trop fiers. Voilà, ça c'est les textes hagiographiques. Les mémoires, elles admettaient la géographie. La Rousseau, il dit non, je vais tout vous dire. Je veux dire toute la vérité. Voilà.
Et alors, bon, c'est parfois caricaturé, quand même très malheureusement, parce que Rousseau, c'est magnifique. Et c'est caricaturé, je veux juste insister là-dessus, parce que ça va vous faire sourire, peut-être comme ça vous les lirez, et deux, parce que c'est caricatural. Il se dit jusqu'au point où il avoue certains épanchements sexuels, et où il avoue que la première fois qu'on lui a donné une fessée, il n'a pas trouvé ça désagréable. Voilà. Alors, le texte est souvent, je ne sais pas comment vous dire, mais vraiment caricaturé avec ça. Les confessions, ce sont des pages extraordinaires, des souvenirs de l'homme d'un certain âge quand même, et de ses promenades dans la nature suisse, celle que nous avons là, et qui vous entoure. Et vous voyez, c'est amusant, je vous le dis, parce que j'ai fait une de ces balades, pas plus tard que ce week-end, on est parti se promener en montagne. Alors moi, je ne suis pas un montagnard pour de rond, puis je ne suis pas un grand promeneur non plus. Mais quand vous êtes dans ces espaces, dans ces altitudes, qu'en plus il fait beau, comme il fait beau en ce moment, que vous contemplez là, du haut de la Dandoche, après triste périple, hein, quand même. C'est ça, moi je ne suis pas allé tout en haut, moi je me suis arrêté, voilà, il y en a qui sont allés tout en haut. Et même, du point où j'étais, on voyait quand même le lac, mais ce sublime, en fait, au sens de la peinture du XVIIIe siècle, cette toute puissance de la nature sur l'homme, ce véritable temple où vous devez honorer Dieu, parce que c'est dans la nature que vous admirez la création. Et là, vous avez une idée charnière qui est à connecter avec le déisme de la philosophie des Lumières, de Dieu. N'allez pas chercher Dieu dans les temples. N'allez pas prier dans des espaces clos et dans des espaces fermés. Sortez. Allez gravir la montagne. C'est là que vous vous rapprocherez de lui. Alors là, j'insisterai sur le deuxième romantisme, mais combien de poèmes, le voyageur sur une mer de nuages, vous voyez, c'est ce qu'on appelait à l'époque la peinture du sublime, la petitesse de l'homme, la grandeur de la nature, et comprendre derrière la nature la grandeur de Dieu et la grandeur de la création. Voilà. Et l'épanchement de l'âme, sensible, de la sensibilité. Voilà, et pas comme certains ont écrit après de la sensiblerie. Alors bien sûr, par défaut dans la sensibilité, il y a de la sensiblerie. Bon, mais l'épanchement de l'âme et de la sensibilité qui résonne vers un Dieu qui est juste le créateur de toute cette beauté. Voilà. Et chacun de nos cœurs est capable d'aspirer à la compréhension de ce beau. Vous n'avez donc plus besoin d'un intercesseur. Voilà une chose qui est tout à fait, là encore j'insiste, révolutionnaire. Et puisqu'on en parle, donc Jean-Jacques Rousseau, merveilleux écrivain de l'épanchement de l'âme, mais c'est aussi le très grand philosophe des Lumières. Enfin, je veux dire, tout le directoire de 95 est rousseauiste. Le discours sur les lettres et les arts, le discours sur l'origine de l'inégalité. Enfin, je veux dire, c'est le fondement, si vous voulez, presque, d'une certaine façon. C'est le préambule, si vous voulez, d'une certaine façon, de ce que va devenir ensuite le marxisme au XIXe siècle. Enfin, vous avez là la base de l'idéal démocratique qui sera celui des Lumières. Et puisque je parle de démocratie, parce que j'ai oublié de le dire quand je parlais de mes potes, les pasteurs baptistes américains, mais eux aussi avaient un fonctionnement ecclésial démocratique. Chez les baptistes, il y a une sorte alors, il y a d'autres courants américains qui disent, bon, c'est les plus âgés, c'est les elders, quoi, chez les baptistes, alors vous avez un peu ce principe des plus anciens et les plus raisonnables et tout ça, mais on vote pour son pasteur chez les baptistes. On vote pour son pasteur. Vous voyez comme l'idéal démocratique, l'idéal individualiste, l'idée que l'homme a une conscience qui lui est propre face à Dieu et que Dieu résonne dans chacune de ses consciences, et plus encore quand il est
face à la nature, parce que on a la montagne en Suisse, mais là-bas, ils ont le Grand Canyon. Hein. Là-bas, imaginez, en plus, au fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, bon, alors, avec toute la violence qu'il y a pu y avoir entre les colons et les Indiens, qui est une violence terrible. Hein, attention, hein, là, je me place du point de vue du poète, pas du point de vue de l'historien, mais ces grands espaces vierges américains, René de Chateaubriand. Là encore, un très grand écrivain romantique qu'on étudie quasiment plus. Alors ça, Chateaubriand, il est passé à la trappe. Pourtant, il serait vraiment bien pour nous que vous en lisiez quelques pages. Parce que Chateaubriand, pour le coup, il traverse les romantismes. Hein, Chateaubriand, jeune, il a été envoyé par la délégation française révolutionnaire pour négocier directement avec George Washington. Chateaubriand a vécu 1 an auprès d'une tribu indienne. C'est là qu'il a écrit Atala. Et il y a des pages extraordinaires de la nature américaine par Chateaubriand. C'est splendide. Et en fait, Dieu résonne en vous à l'extérieur. Voilà. Le pasteur n'est qu'un guide. Il peut vous aider à aller vers ce chemin mystique. Chateaubriand reste fondamentalement catholique. Hein. On lui doit, je vous rappelle, le génie du christianisme. En tout cas, il revient assez rapidement dans le giron catholique, là où d'autres sont partis dans le déisme. Ça, peut-être, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Néanmoins, c'est dans la nature que vous rentrez véritablement en communion avec Dieu. Donc, même dans son génie du christianisme, ça reste, comme disait l'autre, my own personal Jesus. Voilà. Vision d'ailleurs spirituelle que nous avons aujourd'hui, nous aussi. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours de Tioké sur la religion, dans lequel j'explique que 90% de l'humanité, aujourd'hui, là, maintenant, en 2026, a une religion, hein, avec avoir les grands mouvements de spiritualité qu'il y a même chez nous en Occident, hein, où les gens se revendiquent d'une sorte de philosophie néo-bouddhiste, ou disent quand même qu'ils croient en une spiritualité. Enfin, vous voyez, l'idée d'un néant noir et lourd effraie, en fait, hein, quelque part. Donc, cette spiritualité, on va aller la chercher à l'extérieur, dans la nature. Et si les Lumières suivaient l'idée d'un raisonnement, hein, d'un rationalisme, eh bien, il y a cette excroissance des Lumières, déraisonnée, irrationnelle, passionnée, et on la retrouve dans toutes les formes de l'art. Donc là, j'ai insisté sur les deux grands littérateurs, pour vous montrer aussi que ça n'est pas déconnecté. Goethe, c'est l'esprit rationnel des Lumières, c'est les affinités électives, mais c'est aussi les souffrances du jeune Werther. Alors c'est vrai que il a renié un peu le texte. Il n'a pas trop assumé le chaos que ça a foutu, vraisemblablement. Alors celui qui n'a pas renié ce qu'il est, c'est Jean-Jacques, hein, le seul écrivain que vous avez le droit d'appeler par son prénom, d'ailleurs. Hein, c'est quand vous me la faites celle-là en papier 1, Marceline a dit que... Non, la poétesse, merci s'il vous plaît. Le seul que vous avez le droit d'appeler par son prénom, c'est Jean-Jacques, parce qu'il s'appelle lui-même Jean-Jacques. Parce que quand il écrit les Confessions, il n'est plus Rousseau, il est Jean-Jacques. Eh bien, Jean-Jacques, c'est le grand philosophe des Lumières. N'en déplaise à M. Voltaire, n'en déplaise à M. Diderot, n'en déplaise à Kant, Fichte et toute la bande, si vous voulez. Le très très grand philosophe, au sens vraiment de philosophie des Lumières, c'est Jean-Jacques Rousseau. Je répète, un discours sur les sciences et les arts, discours sur les origines de l'inégalité. Alors, dans la langue de Rousseau, qui est une langue fabuleuse, c'est un philosophe fabuleux, enfin, on pourra lui contester 2-3 choses, hein, c'est l'esprit de son temps, hein. Mais c'est un écrivain fabuleux, Jean-Jacques Rousseau. Donc, ce débordement de passion, mais vous l'avez partout. Vous l'avez dans la peinture. Tempête et passion. Combien
XVIIIe siècle, au XIXe siècle, de marines déchaînées, de bateaux ivres, perdus dans la folie de la tempête, combien d'expérimentations pour peindre ces vagues frénétiques et tumultueuses. Et en musique, on ne peut pas passer à côté, qui pour le coup avait 17 ans à la Révolution française, qu'il a vu, qu'il a vécu. L'immense musicien allemand dont l'œuvre est fondamentalement révolutionnaire. On a évoqué la flûte enchantée, pour le coup c'est les francs-maçons. Beethoven. 9 symphonies. Personne n'osait composer de symphonie après le mec, tellement il était bon. Et ce sont des symphonies révolutionnaires. Elles appellent le peuple, elles appellent à la révolte du peuple. Là encore, au nez de l'empereur. Alors il était moins apprécié que Mozart. Il a eu 2-3 emmerdes. Mais il y a même un théoricien britannique, je vous le retrouverai. J'avais entendu toute une théorie absolument fascinante d'un spécialiste de Beethoven, cet homme, donc un chef d'orchestre britannique, qui disait qu'on pouvait même y voir la traduction rythmée de poèmes révolutionnaires français. Excusez-moi, Beethoven, il explore dans toutes les formes de l'art. Chopin, ce sont des explorations musicales profondes. Tous les drames romantiques qui viendront après, on décortique le maître, on fait exploser l'alexandrin, c'est 4-8, Victor Hugo s'essaye même à du 5-7-7-5. Bon, c'est pas passé à la postérité. C'est pas ouf. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais il a beaucoup écrit. Je sais qu'en seconde, on faisait lire un temps les orientales. Les orientales, alors, outre en plus que ça appelle à cet ailleurs qu'est l'Orient, les orientales, là pour le coup, vous êtes dans l'expérimentation littéraire à chaque poème. Il y a donc une rupture qui est faite avec la tradition précédente, qui était celle du baroque, généralement en Europe, et à proprement parler du classicisme français, en tout cas des auteurs de la période de Louis le Grand. Alors rapidement, un petit erratum. Le grec qui pense les atomes pour la première fois, eh bien, c'est Démocrite, et le chef d'orchestre britannique moderne qui réexplore les symphonies de Beethoven, c'est John Eliot Gardiner. Gardiner, je sais pas comment on dit, John Eliot Gardiner, j'arrête de faire des blagues, et son orchestre révolutionnaire et romantique. Et je vais terminer sur ce point-là, qui est extrêmement important. Je pourrais citer Gardiner, je pourrais citer l'opposé extrême, Maurras, la contre-révolution, romantisme et révolution. Le romantisme est profondément, c'est un bouillonnement, ce premier romantisme porte avec lui, si vous voulez, le germe de la Révolution française. Et même si la Révolution, d'une certaine façon, aura été sapée par l'Empire et la Restauration, alors c'est un vaste débat à savoir si les idées révolutionnaires, oui ou non, étaient sapées par Napoléon. Il y aurait à boire et à manger dans cette affaire-là, je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans, parce que de toute façon, moi, je veux faire 18e siècle pour l'instant. Alors, romantisme et révolution. Où est-ce qu'on trouve ce terme pour la première fois de romantisme? Parce que j'évoquais le Sturm und Drang. Eh bien, je crois que, alors, parmi les premières fois, là encore, moi, la première fois que la grande théoricienne du romantisme, celle qui en tout cas en fixe le terme, à ma connaissance, en France, à l'extrême fin du XVIIIe, au début du XIXe, c'est Madame de Staël, qui, elle aussi, comme Rousseau, a son collège à Genève. Et c'est bien normal qu'elle ait son collège à Genève, cette Madame de Staël, parce que c'est une des intellectuelles les plus éminentes de son temps. C'est elle qui va
théoriser le romantisme. Et qu'est-ce qu'elle nous en dit? Elle nous dit que c'est un mouvement nouveau, qui est déconnecté, qui est déconnecté, pardon, qui s'oppose d'une certaine façon à la tradition solaire gréco-latine, des piliers, des temples, de la rigidité ordonnée du classicisme, et que cette tradition nouvelle, elle vient du nord de l'Europe, elle vient de l'Allemagne, elle vient d'un pays bizarre et brumeux, aux cathédrales gothiques sombres, perdues dans la brume, qui donnera plus tard, oui, la cathédrale gothique perdue dans la brume, elle donnera plus tard le romantisme noir. Et c'est une chose qui est intéressante. Alors, c'est pas n'importe qui, Madame de Staël. C'est la fille du ministre Necker, le ministre de Louis XVI, qui avait été licencié en 1788, et son licenciement, parce qu'il était proche des gens, il essayait de faire le bien du peuple, brave homme. Il a ici d'ailleurs, pas loin, son château à Copé, c'est un banquier. Il avait d'ailleurs donné de ses propres fonds, prêté à l'État français pour qu'il puisse recouvrir les dettes. C'est aussi son licenciement qui a foutu le feu aux poudres à Necker. Voilà. Et Madame de Staël, sa fille, est une artisane du développement de la théorie romantique. Tout ça n'est pas un hasard. Et en fait, alors si on prend vraiment un point de vue stricto français, parce que le classicisme tel qu'on vous l'a expliqué, tel que vous l'entendez, Versailles, tout est droit, le jardin à la française, en fait ça n'existe qu'en France. L'Espagne, l'Angleterre, ils sont plus proprement baroques. Voilà, pas vraiment de classicisme espagnol. El siglo de oro, c'est barocco en espagnol. Voilà. Donc c'est quand même un truc très franco-français, ce truc du classicisme, mais bon, on s'en moque, c'est ce qui nous intéresse. Comme j'ai dit, je ne vais pas faire une histoire des classicismes, sauf si vous me le demandez. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, voyez. Alors nous, en France, observez 5 minutes, que le romantisme, c'est contre-défini par rapport au classicisme. Le romantisme est tout ce que le classicisme n'est pas. Le classicisme vous dit je suis maître de moi comme de l'univers, je suis la raison. Eh bien, le romantisme vous dit moi non. Moi, je suis la tempête sous un crâne. Je suis Sturm und Drang. Je suis la passion. Je suis... le classicisme vous dit le moi est haïssable. Le romantisme vous dit non, je avant toute chose, moi. Vous voyez, le classicisme vous dit vous mettez pas trop en politique. Nous sommes là pour satisfaire le bon plaisir royal. C'est d'ailleurs une des critiques que faisaient les philosophes des Lumières à la littérature, sous-entendue dans leur esprit, les auteurs du siècle passé, c'est d'avoir abondamment servi la propagande du régime de Louis XIV. Donc là où le classicisme vous dit qu'il y ait l'homme à règle, que chacun doit savoir rester à sa place, pensez au bourgeois gentilhomme. Quelle est sa faute au bourgeois gentilhomme? Eh bien, justement, d'ailleurs, ça c'est extrêmement intéressant. Je m'arrête dessus, vous voyez, j'y avais pas pensé, mais je m'arrête dessus 5 minutes pour vous montrer que justement, l'esprit bourgeois de la Révolution, c'est l'exact contraire. Que nous dit Molière dans le bourgeois gentilhomme? Il nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bourgeois qu'il croit qu'il pourrait atteindre à un moment donné un rang ou un petit titre de noblesse? Ça n'est pas un homme à règle. Ça n'est pas un homme qui sait rester à sa place. Mais c'est justement cette place que le romantisme, les Lumières et la Révolution vont vouloir faire éclater. Parce que Beaumarchais, il n'est pas de Beaumarchais. Parce que François-Marie Arouet, il n'est pas François-Marie de Arouet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Danton et Robespierre, toute la bande, c'est des bourgeois. C'est des gens qui ont voulu déstabiliser, si vous voulez, c'est pour vous la faire très simple, non plus un régime fondé sur le privilège de la naissance, sur le rang, quoi, mais sur le mérite, tout simplement.
c'est l'aspiration à une méritocratie. Et donc, la littérature romantique porte cette aspiration, là où le classicisme disait non, 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 non. Tout va bien si chacun s'est resté à sa place. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des effluves du cœur dans le classicisme. Hein. Là, je pourrais en parler des heures. Moi, je pourrais vous trouver, ça m'amuserait de le faire, mais on n'aura pas le temps, un romantisme chez Racine. Hein. C'est un moi profond et véritable qui, maquillé derrière des tragédies héritées des anciens Grecs, parle de soi. Quand même, hein. Comme je vous dis, le monde est un peu plus complexe que juste des canons, voilà. Mais en tout cas, si vous voulez, dans une vision esthétique globale, le romantisme aspire, d'une certaine façon, à être révolutionnaire. Est-ce que Charles Baudelaire, je reviens sur mon sujet à la fin quand même, est-ce que Charles Baudelaire va renier cette aspiration? Non. Les trois romantismes portent avec eux trois révolutions sur le territoire européen. La révolution américaine étant mise entre parenthèses. Encore qu'elle est portée par l'idéal de Rousseau. Mais je reste chez nous. Je reste en France, en Suisse. Voilà. Même pas vraiment en Suisse, mais je reste en France. 1789. Premier romantisme. 1830, les barricades, la révolution de juillet, les juilletistes. Second romantisme, celui de Victor Hugo et d'Alphonse de Lamartine. Et 1848, je veux dire le printemps des peuples. Troisième romantisme. Baudelaire, il est né en 1821. Bon, bataille d'Hernani, observez quand même que 3 ou 4 mois après la bataille d'Hernani, à nouveau, c'est juillet, il fait chaud, les gens sont vénères. 3 ou 4 mois après la bataille d'Hernani, vous avez la bataille tout court. Vous avez le régime de la Restauration qui s'effondre suite aux barricades. C'est les juilletistes, c'est la monarchie de Juillet. Il est trop jeune, il a 9 ans. Bon, voilà. Par contre, où est-ce qu'on l'a vu Baudelaire sur les barricades? C'est en 1848. Il faisait partie des insurgés. Vous saurez peut-être qu'il est rattaché aussi au courant d'origine britannique du dandysme, qu'il aimait à se teindre les cheveux en vert, et qu'on l'a vu sur les barricades de 48 à crier à mort le général Opic, qui était son beau-père. Comme quoi, comme Hamlet, Charles faisait de la Révolution une affaire de famille. Hamlet, qui d'ailleurs est un texte qui a profondément touché Baudelaire. Je ne ferai pas le lien entre pas nécessairement Shakespeare d'ailleurs, mais Hamlet en particulier et Baudelaire. Donc voilà, nous sommes, si vous voulez, et en conclusion, je vais vous lire un très beau poème. Il n'y en a pas énormément, mais c'est là, c'est ce que je voulais vous dire. Le rousseauisme de Baudelaire. Parce que quand on quitte la ville, on se souvient de ce voyage, justement, le voyage que le général Opic l'a forcé à faire dans les Indes françaises. Il s'est arrêté à mi-chemin, il n'aimait pas le bateau. Voilà. Pour ceux qui avec moi étudient le spleen de Paris, je vous renvoie au poème Le Port, celui qui n'a pas la force de voyager dans le corps et donc qui voyage dans l'esprit, mais il en a quand même retenu quelque chose de ces voyages Baudelaire, et vous allez voir à la fin, je terminerai par ça, ce sera une sorte de parenthèse finale, quoi. Puisque là je vais conclure quand même, parce que j'ai pris pas mal de votre temps et du mien, parce qu'en plus tout un pan de vidéo qui a disparu et que j'ai dû refaire. Donc je vais conclure sur cette idée, la nature profondément révolutionnaire de l'idéal romantique. Puis après, je vous lis le poème. Après des siècles d'autoritarisme religieux et aristocratique, et alors qu'on pouvait penser
les années 1750, 1760, à la nature immuable de ce régime, tout en appelant à quelques transformations, eh bien tout cela s'est effondré. Voilà. Un rythme de révolution sont arrivés dans l'esprit des gens et dans l'esprit des peuples, dans l'esprit de l'économie aussi. Le monde a fait sa révolution industrielle d'abord, dès les années 1760 en Angleterre. Et cette industrialisation progressive, disons, de l'Europe et du Nouveau Monde, a progressivement ruiné la noblesse et a sapé son autorité. Qui est-ce qu'ils étaient, ces artisans de la révolution industrielle? Eh bien, c'était vos arrière-grands-parents, à vous et à moi, c'était la bourgeoisie naissante. Et cette bourgeoisie, elle a aspiré à quelque chose de nouveau, à un idéal nouveau, à un gouvernement fondé sur le mérite, fondé sur le libre arbitre, et fondé sur la raison. Et cet héritage que nous portons d'une certaine façon dans nos démocraties modernes, largement imparfaites, hein. Quand on voit la démocratie américaine aujourd'hui, je pense que les pères de la Révolution, je dirais pas qu'ils se retournent dans leur tombe, je dirais que ça va plus vite que votre lave-linge. Voilà ce que je dirais. Les pauvres pères de la Révolution américaine, hein, quand on pense à John Adams, enfin mon Dieu. Mon Dieu. Donc oui, bien sûr, ce sont des régimes nécessairement imparfaits, hein, j'y reviendrai. Hein. La révolte ensuite, celle de Baudelaire notamment, contre la bourgeoisie, voilà, qui n'a pas malheureusement, qui n'a pas sapé la lutte des classes comme elle le promettait en 1789. Il n'empêche que ce qui nous intéressait dans cette première vidéo sur le romantisme, et un peu sur Baudelaire à la fin, c'est cette première croyance, ce premier mouvement, qui, à mon sens, véritablement était sincère. Je maintiens, je pense que les pères de la Révolution seraient effrayés s'ils voyaient ce que l'Amérique est devenue aujourd'hui. Je pense que leur théorie, héritée de celle de Jean-Jacques Rousseau, qui pensait que l'homme est naturellement bon, et qu'un régime qui instruit à la bonté ne peut faire que des hommes bons, parce que pour eux, ils l'ont théorisé sans le théoriser d'ailleurs, enfin, comme je vous dis, c'est de l'avant-goût de marxisme, parce que pour eux, l'homme est un polymorphe social, et que si on l'éduque dans la bonté, alors il construira un régime qui est bon. Je pense que ces hommes y croyaient sincèrement, même si leur régime était quand même teinté d'une horreur discrète, l'esclavage. Hein. Je rappelle que pour des hommes comme George Washington, oui, il veut une nation de citoyens, paysans, libres, sur une mer d'esclaves. Voilà, hein. George Washington lui-même avait des esclaves. Hein. Il y avait très très malheureusement, et ça il ne faut pas le nier, ces théories terribles sur l'inégalité raciale, hein, et sur l'inégalité biologique. Alors l'inégalité biologique et l'inégalité civilisationnelle, eh bien, qui ont conduit quand même à l'horreur de l'esclavage, hein, jusqu'à la guerre de sécession, et au massacre organisé. Je pense même qu'on pourrait objectivement parler de génocide, parce que vu comment on parle facilement de génocide par les temps qui courent, je pense que là, on pourrait tout à fait raisonnablement parler du génocide des populations indiennes, orchestré et organisé par certains gouvernements américains, pas par tous, et beaucoup d'Américains ont, il faut quand même le souligner, fait tout ce qu'ils ont pu pour lutter contre cela. Donc voilà. C'est un monde qui change en fait. Alors attention, on aurait trop tendance à dire qu'il a stagné pendant 1000 ans et que du jour au lendemain, non.
rien n'est moins vrai que cela. Je pars un peu de ce cliché de l'esprit, lui-même un peu un cliché des Lumières, hein, pour vous expliquer leur trame logique. Hein. Je veux dire, la Renaissance est complexe, le Moyen-Âge est complexe, enfin, c'est pas du tout mon propos, mais bon, il y aurait cette idée, si vous voulez, que c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle des révolutions bourgeoises que sont nés nos régimes actuels. Hein. Nous sommes les arrière petits-enfants de cela. Et donc avec ces révolutions de l'industrie, vont naître les révolutions tout court, en 3 temps, comme j'ai dit, 3 temps du romantisme que nous allons explorer ensemble. Hein. Donc nous avons exploré le premier, 1789, il nous reste 1830, je ferai peut-être un peu plus court, et 1848, et lire Baudelaire à travers cela. Alors, cette première vidéo, juste pour Charles Baudelaire, elle est tout à fait secondaire, parce qu'en vrai, je vous ai parlé du XVIIIe siècle, et elle est fondamentale, parce que c'est là qu'il va trouver, lui, les racines de son romantisme, et c'est une chose qui est importante, et je vais donc terminer là-dessus. Quand l'Europe, quand Paris devient insupportable, quand la ville devient trop lourde, alors le poète s'évade parfois dans un ailleurs, indien, antillais, si vous voulez, américain. Je ne sais pas très bien où c'est, je ne suis pas très bon en géographie. Je le reconnais humblement d'ailleurs. Hein, bon, voilà, hein, chacun son truc. Hein. Bon, la géographie, je ne sais pas bien où est-ce qu'il a voyagé. Mais en tout cas, moi, ce que je veux vous lire, c'est la puissance profondément rousseauiste, en fait. Ce rousseauisme caché qui habite Baudelaire. Alors voilà, c'était là, si vous voulez, ma conclusion. En fait, nous sommes romantiques parce que nous sommes dans la continuité de ces révolutions. Hein. Il y en a eu beaucoup entre 1848 et nos jours, des révolutions. Mai 68, par exemple, à sa manière, c'est une révolution. Nous vivons encore des révolutions industrielles. Là, on nous parle de la révolution de l'intelligence artificielle. Nous avons vécu celle de l'informatique. Enfin, moi, en tout cas, vous êtes né dedans et vous allez vivre... alors, sera-ce une révolution ou pas, on verra bien, mais en tout cas, ça en prend le chemin et la forme, celle de l'intelligence artificielle. Et donc, ben oui, nous sommes devenus des individus en lutte pour leur destinée, et non plus agenouillés dans le destin. Et quelque part, quand même, tout ça, nous le devons au père de la Révolution américaine, à Goethe, à Schiller, à Rousseau. Ensuite, on verra à Victor Hugo et à Lamartine. Alors, on va terminer tout ça sur un poème des Fleurs du Mal, profondément rousseauiste, pour vous montrer que cet ailleurs, il existe. Il apaise l'âme. Chez Baudelaire, c'est le songe par l'odeur. Cette verticalité profondément baudelairienne que forment les odeurs et qui nous rappelle à des mondes et à des voyages anciens. Voilà, je m'en vais maintenant vous la lire sans la commenter. Très peu. Peut-être pour une fois. Et ça vous fera plaisir. Vous allez vous dire enfin, juste il lit. Et enfin, il ferme sa gueule. Voilà. Face à Baudelaire, face au grand génie de la poésie française, je veux dire, au maître, peut-être juste je lis et je me tais. Voilà. Parfum exotique. Quand, les 2 yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux
qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des vers tamariniers circule dans l'air et m'enfle la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Voilà. Donc, 22e poème de la 2e édition des Fleurs du Mal, qui est suivi, observez-le, immédiatement par la chevelure et que précède l'hymne à la beauté. C'est pas rien. Je lis juste parce que l'idée est filée, qu'elle est superbe. Il est un peu long. Je lis juste une partie de la chevelure quand même. Je veux pas passer à côté. Et ensuite, ce sera, donc là, c'est vraiment la partie vouée à l'amante, à la maîtresse. Ensuite, c'est Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne. Voilà, je n'ai pas fini. Juste un petit peu la chevelure. Ô toison, moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucles, ô parfums chargés de nonchaloir, extase. Pour peupler ce soir d'alcôve obscure, des souvenirs dormants dans cette chevelure, je veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie, la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêt aromatique. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas, où l'arbre et l'homme, pleins de sève, se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve, de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Voilà, et ça continue. Un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux glissant dans l'or et dans le moire ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Voyez, il existe un ailleurs, où les hommes sont beaux, où les femmes sont franches, où leurs corps sont neufs et n'ont pas encore été corrompus par la maladie de la ville, par la maladie de la civilisation. Je ne fais pas une étude de texte, je vous laisse sur ces merveilles aller rapidement, parce que quand même, ça ne peut pas passer à côté, juste la première strophe. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, ô vase de tristesse, ô grande taciturne, et t'aime d'autant plus, belle, que tu me fuis, et que tu me parais, ornement de mes nuits, plus ironiquement accumuler les lieux qui séparent mes bras des immensités bleues. Voilà. Je m'avance à l'attaque et je grimpe aux assauts, comme après un cadavre, un cœur de vermisseau. Et je chéris, ô bête implacable et cruelle, jusqu'à cette froideur par où tu m'es plus belle. Voilà. S'agit-il de la même femme qu'il a un temps repoussé? S'agit-il d'une autre épouse fantasque? Vous voyez comme le ciel, les odeurs et la mer conduisent le poète hors de l'enfer de la ville qu'il a pourtant choisi de mettre en musique. On le verra notamment dans la 2e édition avec les tableaux parisiens qui n'étaient pas dans la première édition des Fleurs du Mal, celle de 57, et ensuite, bien évidemment, à travers le Spleen de Paris. Voilà, je vous laisse. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, je vous offrirai un sac de bonbons. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, parce que là, avec Incendie, 54 vues, nous sommes en plein triomphe. Et ce triomphe, mes enfants, c'est à vous que je le dois. Voilà, je m'arrête là et je m'en vais poster tout ça sur YouTube et sur mon ami Management.